dès l'affaire réglée, l'Université de Paris avait son rapport au pape. Vous comprenez, enfin tout de même, c'était les délégués du pape, il fallait qu'ils avertissent le PDG. On ne sait pas ce que le pape a répondu, puisque je vous ai dit, les archives du Vatican, là-dessus, absolument cadenassées, imperméables, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé du côté de Rome pour Jeanne. On sait cependant que le roi d'Angleterre, pratiquement le régent Bedford, avait lui aussi envoyé une circulaire, et la circulaire a bien dû venir sous les yeux du pape, où il était rappelé que Jeanne ne se reconnaissait aucun juge sur la terre, vomissant notre Saint-Père le pape, jamais elle n'avait fait ça pour, vomissant notre Saint-Père le pape, le concile et toute l'Église militante. Il y a aussi un petit document dont il faut que je vous parle, c'est une lettre que Cauchon a sollicitée de Bedford, du régent anglais, parce qu'il n'est pas rassuré. Pourquoi n'est-il pas rassuré? Il y a le concile de Bâle qui va se produire, vous le savez. Ce concile écuménique, enfin, il y a tout le monde. Par conséquent, il y aura aussi des délégués français, des délégués qui viennent de la part du roi Charles VII. Et il a peur, c'est un lièvre Cauchon, il a peur que les délégués de Charles VII fassent appel de cette sentence en disant c'est pas juste, ça s'est produit à Rouen contre nous, c'est pas une véritable opération religieuse, c'est une opération politique. Alors comme il craint beaucoup, voilà ce qu'il va obtenir en date du 12 juin. Jeanne a été brûlée le 30 mai et le 12 juin 1431, Bedford, Henri VI, va écrire à Cauchon une lettre patente promettant, en parole de roi, que si appel est interjeté de leur sentence devant le pape, le concile général, qui va s'ouvrir à Bâle, ou autre part, je ne sais pas ce qu'il veut dire ça, ou autre part, le roi d'Angleterre agira et fera agir ses ambassadeurs et messagers en cour de Rome et au concile. Et le roi ajoute à nos propres coûts et dépens. Ça veut dire que Cauchon avait dit à moi, en tout cas, hein, s'il y a des ennuis, il ne faut pas payer. Oui, c'est d'accord, il ne payera rien. Ils sont drôles, vous savez, ces théologiens qui ont affecté de considérer que le pape, c'était quelqu'un devant lequel Jeanne devait se prosterner, qui ont voulu beaucoup à Jeanne parce qu'elle avait des dieux premiers servis. Et savez-vous ce qui va se passer à Bâle? On va tous les retrouver, le beau-père Thomas de Courcelles, le Pierre Maurice, le Nicolas Midi et tous les autres. Ils vont carrément déposer le pape. Le schisme va recommencer. Dans mon premier exposé, je vous avais raconté ce qui s'était passé misérablement pendant 39 ans, enfin près de 40 ans, où il y avait des papes rivaux. Et bien de nouveau, ça va être les gens de l'Université de Paris qui vont trouver que ce pape ne leur plaît plus, ils vont le déposer, vont mettre à la place un autre qui s'appelle Félix V. Alors vous imaginez, ça va recommencer les excommunications. Et il y en a une dont j'ai lu le texte qui m'amuse particulièrement, c'est que le pape de Rome, qui est furieux du nouveau pape qu'on a fabriqué à Bâle, qui s'appelle Félix V, va déclarer dans une encyclique d'excommunication que ce pape-là est le jouet des enchanteurs et des sorcières. Enfin, c'est une vraie Jeanne d'Arc, ce pauvre Félix V. Ce qui n'empêchera pas le Thomas de Courcelles, que vous avez vu, qui voulait qu'on torture à Jeanne, de happer un chapeau de cardinal auprès du nouveau pape. Enfin, c'est du très joli monde, tout ça. On ne va plus parler de Jeanne pendant très longtemps. Pendant 18 ans, il n'en est en somme plus question. Et elle disparaît, quoi. Elle est brûlée, est enfumée, on n'en parle pas. On en parle quand même à Orléans. Les gens d'Orléans lui ont conservé un souvenir fidèle, respectueux, et il y a un mystère, comme on disait à l'époque. Un mystère, c'était une pièce religieuse qui se jouait sur le parvis de la cathédrale, avec 24 000 vers. Le mystère de la délivrance d'Orléans. Ça vaut rien, naturellement, c'est touchant, parce qu'on voit que les gens d'Orléans ont conservé un bon souvenir de Jeanne, mais ils l'ont un peu arrangé, un peu transfiguré, Jeanne. Quand on l'avait vue arriver à Chinon, vous savez, c'était la pauvre petite paysanne avec sa robe rouge, après elle était devenue Jeanne d'Ulysse, très noble. Alors dans le mystère, dont je n'ai pas lu, je dois dire, les 24 000 vers, mais j'ai vu un résumé, il y a ceci, Jeanne parle et dit en vers, quant à l'hôtel de mon père, l'hôtel de son père, c'était la misérable baraque de Rémy, quant à l'hôtel de mon père, il est en pays barrois. Oui, il faut que ça soit Jeanne, une Jeanne de bonne compagnie maintenant. Ça, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est un incident qui va se produire à deux reprises, en 1436 et en 1439, une Jeanne d'Arc qui reparaît. Il faut nous mettre dans la psychologie de l'époque. À ce moment-là, les gens vivent souvent dans une atmosphère de miracle, ils croyaient à la présence des anges. Et puis même si on ne fait pas allusion à ce sentiment religieux, quand quelqu'un a beaucoup marqué, lorsqu'une grande personnalité a apparu puis a disparu, les gens quelquefois sont prêts à croire à une résurrection, à un retour mystérieux. Je me rappelle le film Viva Zapata, je ne sais pas si vous vous souvenez, bien à la fin de Viva Zapata, Zapata qui était un révolutionnaire très noble, un révolutionnaire mexicain, il a été tué. Bon. Et bien, la dernière image du film, c'est Zapata qui reparaît, paraît-il, dans la montagne sur un cheval blanc, et les paysans sont sûrs qu'il est là. Eh bien, en 1436, il y a des gens qui se sont dit, il paraît que Jeanne est revenue. Il y avait deux explications, ou bien Jeanne était ressuscitée par le bon Dieu, ou bien alors il y avait eu substitution. Et aujourd'hui encore, il y a des, je ne dis pas des historiens, je dirais plutôt des commerçants, enfin des industriels, qui reprennent cette histoire pour dire, il y a peut-être eu substitution. À la dernière minute,
dans la fumée, comme ça, on a mis quelqu'un d'autre à la place de Jeanne. Ça ne tient absolument pas debout, c'est pas vrai. Mais il s'est produit tout de même quelque chose, quelqu'un qui s'est fait passer pour Jeanne à 2 reprises, en 1436 et la même en 1439. Quoi donc? C'est une fille sur laquelle on n'a pas beaucoup de renseignements, qui s'appelait Claude. Son nom de famille, on ne sait pas. Claude. Et cette Claude s'est mise en mai 1436 en rapport avec les frères de Jeanne. Déjà, je vous ai indiqué ce que je pense des frères, hein, c'était des parasites, comme le père du reste. Et les frères de Jeanne, qui ont une entrevue avec cette Claude dans les parages de Metz, on sait même où exactement, reconnaissent dans cette fille Claude leur sœur Jeanne, parce qu'ils ont l'impression qu'on peut faire des sous avec elle. Alors on voit arriver le frère Jean, qui est l'aîné, hein, vous savez, il s'amène en 1436, c'est au mois de juillet 1436 à Orléans, porteur de lettres de sa sœur Jeanne la Pucelle, qui est revenue. Comme on n'a pas les lettres, on ne sait pas s'il dit ma sœur a été ressuscitée ou bien ma sœur a été substituée au dernier moment, toujours est-il, elle est là, vous savez, je peux la faire venir. La fille, ça ne risquera pas à venir cette première fois, en 1436. Et le Jean va aller trouver le roi à Loches et elle lui apportera des nouvelles de la Pucelle. Et il va revenir à Orléans un peu déconfit en disant le roi m'avait promis qu'il me donnerait 100 francs, et puis quand je me suis présenté chez le trésorier, j'ai eu que 20 francs, alors je vous demande, vous, Jean d'Orléans, de me faire le complément, c'est-à-dire 80 francs, 80 livres, comme on disait à l'époque. Je crois que les gens d'Orléans sont un peu méfiants parce qu'ils lui donneront simplement 12 livres pour lui permettre de refluer dans la direction de son don Rémy. Mais en 1439, cette Claude, qui a changé de nom, qui se fait maintenant appeler Jeanne, et qui s'est mariée, on sait même où, elle s'est mariée à Arlon, qui est aujourd'hui en Belgique. Elle a épousé un seigneur des Armoises, Jeanne des Armoises, dont elle a eu 2 fils, elle ne va pas le dire, elle va le dire à personne. Cette fois, en 1439, elle s'amène personnellement à Orléans, elle dit « je suis Jeanne ». Et la chose tout de même stupéfiante, mais où il faut croire que cette femme, avec une ressemblance quelconque avec Jeanne, enfin, devait ressembler à Jeanne, c'est qu'il n'y a pas seulement les frères qui la reconnaissent, les frères sont dans le coup pour l'escroquerie, mais c'est que les gens d'Orléans vont la reconnaître. Et il n'y a pas tellement longtemps, quoi, il y a moins de 10 ans qu'on l'avait vue là. Grande fête en l'honneur de cette femme, qui va du reste récolter 240 livres, qui est une somme énorme pour l'époque. Elle va rester 2 mois entourée de grandes festivités à Orléans, et puis le 4 septembre, alors qu'on avait préparé pour elle une nouvelle réception très grandiose, elle ne vient pas à la réception, elle disparaît, on ne sait pas où elle va. Il paraît qu'elle est allée devant Gilles de Rais, avec Gilles de Rais, qui cette année même, 1440, va avoir la tête coupée, avec pendu, je crois, oui. Et elle va aller ensuite au Parlement de Paris, et là, devant le Parlement de Paris, qui est devenu maintenant tout à fait royaliste, naturellement, et bien devant le Parlement de Paris, elle avouera, oui, bien sûr, je suis une menteuse, oui, j'ai essayé un coup, et je me suis fait passer pour Jeanne d'Arc. Alors si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous montrer que les frères de Jeanne sont drôles de coco, et puis deuxièmement, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui encore, enfin il y a quelques années, il y a des bouquins qui paraissent pour dire Jeanne a-t-elle été brûlée? Mais bien entendu, elle a été brûlée. L'histoire de Jeanne des Armoises, c'est l'histoire d'une imposture, c'est tout. Quant au roi, lui, il ne s'occupait absolument plus de Jeanne. Il avait simplement bénéficié de ce que Jeanne avait fait pour lui. C'est vrai que la reconquête a été lente, c'est vrai que jusqu'en 1456, il y aura encore des Anglais sur le sol français, mais c'est vrai aussi, comme je vous l'ai dit dans l'exposé numéro 3, je crois, c'est Jeanne qui a donné le déclic. Tout marchait bien pour les Anglais jusqu'au mois de mai 1429, et à partir de ce que Jeanne avait fait contre Orléans, la vapeur avait été, si vous voulez, retournée. En fait, tout a été gagné parce que le roi espérait depuis si longtemps, à savoir détacher le duc de Bourgogne, le Philippe le Bon, des Anglais. Et bien, ça y est, en 1435, oui, je dis bien, le duc d'Orléans abandonne les Anglais. En 1436, le roi rentre à Paris. Il mettra du temps pour reconquérir la Guyenne, parce que je vous ai dit que les gens de la région de Bordeaux, ils aimaient bien les Anglais, il y avait toutes sortes de rapports économiques, ça fait gagner de l'argent avec les Anglais. Il faudra même envoyer des renforts anglais considérables à ce moment-là. Et qu'il y aura des renforts anglais considérables. Il y a Talbot, le vieux Talbot, contre lequel Jeanne s'était battue, enfin, si je puis dire, puisqu'elle était à l'arrière-garde. Elle s'était battue à Patay. Il a 82 ans. Il va venir à la tête d'une expédition britannique pour essayer de soutenir ses troupes, ces hommes là-bas. Rien à faire. En 1456, dernière bataille perdue par les Anglais. Charles VI, Charles V, Charles VII a reconquis en 1456 tout son territoire. C'était en 1449, exactement le 10 décembre 1449, qu'il avait fait sa rentrée à Rouen. À Rouen, c'était difficile de ne pas penser à Jeanne. Il est probable qu'il y a eu une démarche de la municipalité, enfin les échevins de Rouen auprès du roi. Pour lui dire quoi? Ben, c'est une tâche sur l'honneur de la ville. De penser que c'est chez nous, hélas, chez nous, que l'admirable Jeanne d'Arc, qui avait tant aidé sa majesté, ait été brûlée. Puis le roi doit réfléchir lui-même, oui c'est vrai, c'est tout de même ennuyeux, mais sur l'Hermine, l'immaculée Hermine royale, c'en est fait une souillure que mon sacre,
puisse être compromis par la présence d'une fille que l'Église officielle, l'Inquisition, a déclarée hérétique. Ça serait même bien d'obtenir un changement, enfin une réhabilitation, qu'on annule le casier judiciaire ecclésiastique qu'avait Jeanne. C'est une idée à retenir. Alors le 15 février 1450, le roi Charles VII va donner ordre à un certain Bouillé de commencer les opérations de réhabilitation. Qui c'est Bouillé? Eh bien c'est un recteur, c'est un ancien recteur de l'université de Paris, c'est un docteur en théologie. L'université de Paris, c'est elle, vous le savez, qui est la grande responsable de l'affaire Jeanne. Mais elle a changé maintenant l'université de Paris. Du moment que le roi de France est revenu roi de France, du moment qu'il a repris Paris à partir de 1436, l'université de Paris, elle est admirable. Lorsque le roi est arrivé, il est venu en 1437 à Paris. Et il a fait une adresse à sa majesté qui vous serre le cœur, vous savez. Toutes les joyeuses consolations que Dieu, dans sa grâce, nous a envoyées. Elle acclame la réduction soudaine et merveilleuse de votre bonne ville. Nous nous déclarons, disaient les universitaires de Paris, nous déclarons à plein nos bonnes loyautés et intentions, et après nos longues afflictions, la joie enfin qui est la nôtre de vous avoir retrouvé, Majesté. Nécessité, n'est-ce pas, disait-elle, de bien entretenir l'abolition générale. Ça veut dire l'abolition générale, l'amnistie. Parce que la politique du roi, politique intelligente d'ailleurs, c'est de promettre à tout le monde l'amnistie. Si vous vous ralliez, j'efface, je passe l'éponge, je ne me rappelle plus ce que vous avez fait. Alors l'amnistie fait ses petits... L'université fait les petits jappements que vous savez, les jappements d'adoration pour le roi, mais ne manque pas de lui rappeler abolition générale. Vous avez tout oublié. Elle a tellement tout oublié maintenant qu'en effet, elle va être toute prête, par la voix de son représentant Bouillé, à dire le contraire de ce qu'elle avait dit précédemment. Bouillé, il va s'y mettre, et il va s'y mettre avec une gentillesse extrême, ou plutôt, je trouve même avec une grande maladresse, parce qu'il va dire à tout le monde, dans ses rapports, dans ses indications, il va dire à tout le monde que c'est une affaire politique. En effet, voici ce qu'il déclare, Bouillé, met les pieds dans le plat. L'honneur du roi très chrétien veut que l'on n'ensevelisse pas dans le silence la sentence inique, scandaleuse, injurieuse à la cour royale qui a été fulminée par l'évêque de Beauvais, ennemi du roi, et notoirement dévoré du désir de le déshonorer. Quelle tâche, le mouillait, quelle tâche sur le trône royal, si, dans l'avenir, nos adversaires pouvaient redire que le roi de France a entretenu dans son armée une femme hérétique. Vous avez vu la nuance? Entretenu dans son armée. Il ne faut pas dire que Jeanne a été très importante. Il ne faut pas dire que c'est Jeanne qui a délivré Orléans. Il ne faut pas dire que c'est Jeanne qui a aidé aussi à la délivrance des trois villes, Jargeau, Main, Beaugency. Non, le roi l'avait simplement entretenu, il l'a payé comme les autres dans son armée. C'est pourquoi, continuait le Bouillé, c'est pourquoi la sérénissime majesté royale est tenue de faire resplendir l'innocence de cette pucelle. Ainsi seront désormais fermées les bouches des calomniateurs et une fidélité inviolable est assurée à la maison royale. Ah ben c'était net, hein? Pas du tout d'idée religieuse là-dedans, absolument une idée politique. Et ça je le souligne fortement devant vous, le procès de condamnation de Jeanne est un procès politique déguisé en affaire religieuse. Le procès de réhabilitation de Jeanne qui survient maintenant 25 ans après, c'est la même chose. C'est encore une affaire qui passera pour une affaire religieuse et qui est en fait et totalement une affaire politique. Alors le Bouillé s'y met. C'est le 4 mars 1450, le 4 mars 1450 qu'il commence à faire venir des témoins. Mais il faut regarder la liste de ces témoins. C'est les lampistes qu'il prend. Cochon, par bonheur, Cochon il est mort. Alors on peut plus mettre dans le coup, il est mort. Mais il y avait des quantités de personnages considérables qui étaient encore vivants et qui étaient responsables de la mort de Jeanne. Eh bien on va s'adresser à ce qui ne compte pas, aux tout petits. On va faire venir par exemple l'huissier, qui s'appelait Jean Massu, c'était un ecclésiastique, mais c'était un huissier. On va faire venir le notaire, comme on l'appelait notaire, c'est-à-dire le scribe, Guillaume Manchon, celui qui prenait les réponses de Jeanne. On va faire venir trois petits moinillons, c'est vrai que maintenant ils sont un peu plus âgés, qui avaient vu Jeanne jusqu'au dernier moment, qui l'avaient accompagnée au bûcher. Il y en avait un qui s'appelait Isambard, l'autre qui s'appelait l'Advenu, et le troisième, c'est pas sa faute, il s'appelait Tout Mouillé. Eh bien, l'Advenu, le Isambard et le Tout Mouillé, ils vont être là pour dire « Ah, elle était magnifique cette Jeanne », exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit précédemment. Et puis le 5 mars au matin, c'est-à-dire le deuxième jour des interrogatoires, c'est Beaupère qui apparaît. C'est autre chose, pas un lampiste, hein, Beaupère. Beaupère, c'est devenu quelqu'un d'ultra considérable. Vous avez vu déjà le nombre de canonicats qu'il cumulait. Qu'est-ce qu'il vient faire à Rouen? Ben justement, il avait reçu des canonicats du temps de l'invasion, de l'occupation anglaise, et il vient demander, très humblement, à Sa Majesté Charles VII, de lui confirmer les bénéfices que les Anglais lui avaient donnés. D'accord, tous les bénéfices que vous voudrez, c'est très bien. C'est mon beau-père. C'est un monsieur, et puis il est tout le temps en rapport avec Rome. Alors il fait une déposition extrêmement brève, où lui, pour une fois, lui ne recule pas.
Lui ne dit pas le contraire de ce qu'il avait dit autrefois. Il dit même quelque chose d'assez intéressant. Il dit, oh, cette Jeanne, vous savez, elle était subtile. Hein. Je l'ai vue devant moi. Elle était d'une subtilité féminine, dit-il. Bon, on voit que c'est un misogyne. Subtilité féminine. Et puis il fait une déposition très 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 courte, et stop, plus rien. La fameuse enquête Bouillet, qui devait se développer largement pour aboutir à la réhabilitation de Jeanne, elle a commencé le 4 mars, et le 5 mars, elle est terminée. Plus rien, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que Beaupère, qui est un grand personnage, a dit, enfin, vous vous rendez pas compte, c'est une histoire très terrible que vous faites, il y a des cactus là-dedans. Le pape y est engagé. Un jugement de l'Inquisition, il est sans appel. On n'a jamais vu l'Inquisition revenir sur un jugement qu'elle avait prononcé. Et vous demandez au pape de faire quelque chose qui est absolument un viol des canons. Les canons de l'Église ne permettent pas de revenir sur une sentence ecclésiastique. Il n'y a rien à faire. Si vous exigez ça, si vous tentez d'exiger ça du pape, le pape va être dans une situation terrible, parce qu'il est capable de se faire déposer, vous savez. On l'a vu déjà, la déposition de 1439, quand l'université de Paris s'était déchaînée contre lui et avait substitué à ce malheureux pape un autre pape privable qui s'appelait Félix V, lequel était déclaré jouet des sorcières, comme je vous l'ai dit. Vous allez mettre le pape actuel dans une situation invraisemblable. Il est vrai que le roi a réfléchi et se dit, oui, mais ce nouveau pape qui s'appelle Nicolas V, je lui ai rendu un grand service. Le pape précédent, qui s'appelait Eugène IV, vous ne pouvez rien lui demander. Parce que le roi de France, en 1438, avait fait un sale coup au pape. En 1438, le roi de France, Charles VII, avait pris ce que les historiens appellent la pragmatique sanction. Ça veut dire une décision unilatérale. Et une décision qui concernait ces affaires perpétuellement en cause entre Rome et la France, comme entre Rome et les autres souverains, à savoir la répartition des bénéfices et la nomination des évêques. Eh bien, faisant un coup de force, le roi de France, Charles VII, en 1438, avait décidé, c'est moi qui attribuerai la plupart des gros bénéfices, c'est moi qui nommerai les évêques. C'est un coup très dur pour le pape, enfin, il lui arrachait un os de la bouche. C'est un peu ce que fera d'ailleurs plus tard Napoléon Bonaparte, qui ne s'appelait à ce moment-là que Bonaparte, au moment de son concordat, lorsqu'il ajoutera au concordat ce que l'histoire appelle les articles organiques, et que le malheureux pape, qui s'appelait à ce moment-là Pie VII, sera bien obligé d'avaler. Alors l'Eugène IV avait été complètement furieux contre le roi de France. Le nouveau, qui s'appelle Nicolas V, sachant, on lui a rendu service. L'antipape, le Félix V dont je vous ai parlé, il avait tout de même duré 10 ans. Mais cette année même, 1449, c'est en 1449 qu'elle commence, cette année même, 1449, le roi de France, Charles VII, était intervenu auprès de ce Félix V pour lui demander d'abdiquer. Qui est-ce qu'il lui avait envoyé même? C'est amusant. Il lui avait envoyé Dunois, le compagnon de Jeanne. C'est Dunois qui, se rendant à Lausanne, c'était un Savoyard, le Félix V, qui, se rendant à Lausanne, avait persuadé Félix V de se retirer. C'était une énorme épine qu'on retirait du pied du pape. Alors, comme la France y avait beaucoup participé, le roi Charles VII se disait, il me doit quelque chose, le Nicolas V, je lui demande la réhabilitation de Jeanne, il va peut-être marcher. Mais il ne se rend pas compte qu'il y a les canons de l'Église. Et c'est justement ce que lui fait remarquer Beaupère. Attention, attention, permettez, le pape ne peut pas faire ça. Alors on n'en parle plus. Pendant plus d'un an, plus question de la réhabilitation de Jeanne. Et voilà que ça va reprendre à la fin de l'année 1451. Par quel moyen? Ben, le nouveau pape, Nicolas V, il est très préoccupé de ces histoires de la pragmatique sanction. Je vous rappelle, c'est une chose que le roi avait pris sous son bonnet et l'Église ne l'avalait pas. Alors le roi va recevoir un légat qui s'appelle d'Estouteville, le cardinal d'Estouteville, que le pape lui envoie. Le pape avait cru qu'il avait fait un très bon choix parce que, d'une part, d'Estouteville était un Français, d'autre part, il était même apparenté au roi. C'est un cousin issu de Germain de Sa Majesté Charles VII. Mais Charles VII, qui se doute très bien de ce que vient faire d'Estouteville, c'est-à-dire discuter avec lui du coup de la pragmatique, ne veut pas le recevoir. Et l'agrément, vous savez ce qu'on appelle l'agrément en termes diplomatiques? Quand quelqu'un est nommé ambassadeur ou ministre dans un État, il faut recevoir l'agrément, c'est-à-dire l'autorisation, l'accueil favorable que doit faire l'endroit où on envoie l'émissaire. Ben, le roi de France n'avait pas été consulté. Et quand il apprend que le pape lui envoie le cardinal d'Estouteville, il dit « Ah, mais c'est pas du convenable, ça je ne veux pas ». D'Estouteville est dans tous ses états, quoi. Le roi lui ferme sa porte, le roi ne veut pas le recevoir. Il lui écrit une lettre déchirante où il parle de sa totale confusion et désespération parce que Sa Majesté ne veut pas le recevoir. Le roi va finir par céder et en décembre 1451, il fait savoir à ce légat d'Estouteville qu'il va le recevoir. Il l'a fait moisir, quoi. Il l'a fait mijoter parce qu'il a son idée derrière la tête qui est très claire. Bon, monnaie d'échange, hein. Je vais accepter quelques petites modifications, pas grand-chose, à la pragmatique sanction, mais en échange, justement, je demanderai au pape Nicolas V de reprendre cette question qui me tient à cœur de la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Alors voilà le malheureux d'Estouteville qui est en proie au même drame que Bouillet. Comment est-ce qu'on va faire quelque chose qui est un viol des canons de l'Église? Et il lui paraît qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre l'Inquisition dans le coup. Mais est-ce que l'Inquisition va marcher? Ah, vous savez, l'Inquisition,
Maintenant que le roi de France a gagné la partie, l'Inquisition en France, elle est très gentille. Et celui qui a succédé à ce Jean Graveran, inquisiteur de la perversité hérétique au moment de 1431, c'est un nommé Jean Bréal. Et ce Jean Bréal, il est extrêmement compréhensif, d'autant plus que le roi va le payer assez grassement. Et le Jean Bréal, inquisiteur général sur la France, dit oui, 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 on va s'arranger. Et on a une lettre de Jean Bréal qui est misérable parce qu'elle est exactement dans le ton de Bouillet, où il avoue, tranquillement, enfin cyniquement, où il a vu que c'est une aberration politique. Mais ça vaut la peine que je vous la lise, cette lettre. Elle est du 31 décembre 1452. Le roi estime que son honneur, hein, c'est clair, le roi estime que son honneur, pas celui de Jeanne, que son honneur a été très gravement atteint par ses ennemis anglais, dans le jugement qu'ils ont prononcé contre une certaine simple pucelle et vierge, vous vous rappelez, hein, simple pucelle et vierge, et qui la brûlèrent méchamment. Le mot est dans le texte, c'est charmant. D'abord, c'est pas l'Inquisition, hein, c'est les Anglais, qui la brûlèrent méchamment, pour déshonorer le roi. Aussi, Sa Majesté désire-t-elle extrêmement, ça veut dire c'est un ordre, désire-t-elle extrêmement faire éclater ce qu'il en est en vérité de cette sentence. À cette fin, elle, la Majesté, m'a commis et enjoint, ben il ne cache pas qu'il est en service commandé, hein, elle m'a commis et enjoint, moi, humble inquisiteur en ce royaume, de tout faire pour rétablir la vérité. Puis la fin vaut vraiment ce pesant d'or. C'est à quoi je m'emploie, les qualités ayant été choisies comme telles, afin qu'il apparaisse clairement que tout esprit de parti est exclu de cette affaire. C'est magnifique. Dans la même lettre, au début, il dit il s'agit d'une affaire politique, hein, c'est le roi qui considère que son honneur a été entaché, mais comme c'est moi, inquisiteur, qui m'en occupe, je suis là en qualité d'inquisiteur pour montrer qu'il n'y a aucun esprit de parti dans cette affaire et que c'est absolument une histoire religieuse. Il s'avançait beaucoup, le Bréal, de faire une chose pareille, mais je sais bien ce qu'il voulait faire. Bréal voulait essayer de faire annuler le jugement, comment dirais-je, par la bande, sur les bords, par le biais. C'est-à-dire, on ne regardera pas ce qu'il y a dans le jugement, mais on dira les conditions n'étaient pas remplies. La procédure canonique avait été violée. Elle avait été violée 2 fois. Premièrement, parce que Cauchon aurait dû exiger que Jeanne, qui était prisonnière de l'Inquisition, fût dans une prison d'église. Or, elle n'était pas dans une prison d'église. Et d'autre part, il n'était qu'avec de Beauvais, et c'est à Rouen que l'opération a été faite. Je sais bien qu'il a obtenu, comme on disait à ce moment-là, le pouvoir de territorialité, mais il l'a obtenu d'une manière abusive. Cauchon n'était pas qualifié, canoniquement, il n'était pas qualifié pour faire le procès de Jeanne. En somme, on essaye de détruire le procès sans parler de la chose elle-même. Le roi ne marche pas. Il dit non, je ne veux pas qu'on détruise le procès en disant que le procès est malvenu, qu'il est non avenu. Je veux que l'Église, je veux que Rome dise Jeanne était une catholique parfaite, une catholique à part entière. Terrible, très difficile. D'Estouteville avait recommencé ses enquêtes, il avait recommencé à faire venir des gens, mais ça va tout de même beaucoup durer parce que le pape ne veut pas marcher. Il se dit je vais me mettre dans un cas terrible. Alors c'est le Bréal qui est pas bête, c'est le Bréal qui a trouvé le coup, qui a trouvé le joint. Bréal, chef de l'Inquisition, va dire il ne faut pas qu'on puisse dire que le pape cède à une pression politique. Il ne faut pas que le roi de France apparaisse visuellement dans l'histoire. Alors on pense à la sainte famille de Jeanne. Il n'y a plus de père, mais il y a des frères, et il y a surtout la pauvre vieille mère. Pauvre vieille mère, personne ne s'en est occupé de la vieille mère. Hein. Elle est encore vivante, elle est à Orléans, elle est entretenue par la municipalité d'Orléans à 48 sous par mois. 48 sous par mois, hein. Pas même une livre par mois. Elle est entretenue misérablement. C'est probablement une pauvre femme qui a plus ou moins perdu la tête. Enfin, c'est... Bon, ben on va dire, l'Église est bouleversée par la souffrance qu'éprouve depuis des années cette mère si chrétienne, quand elle voit qu'elle a une fille qui était elle-même une fille si chrétienne et qui a été déclarée par erreur hérétique. L'Église ne peut pas rester insensible à la douleur de cette veuve, c'est ce que va dire le nouveau pape. Alors comme ça, on ne parle absolument pas du roi, on ne dit pas le roi de France exige cette réhabilitation, on dit le cœur de l'Église, ému de la détresse de cette vieille femme et de cette mère éplorée, de cette mère en larmes, l'Église elle-même va décider que le procès de Jeanne a été mal conduit et que Jeanne était irréprochable. Alors comme ça va aller. J'ajoute qu'il y a un nouveau pape, maintenant encore, ça change tout le temps, vous savez, qui s'appelle Calixte III, celui-là, et ce Calixte III, c'est un Borgia. C'est un nom qui indique pas mal de choses. Vous savez, un Borgia, c'est un pape qui a les pieds sur terre, enfin un réaliste. Alors le pape Borgia est tout à fait d'accord, il faut faire plaisir au roi de France. Le roi de France a tout gagné en ce moment, il est tout puissant, les Anglais comptent plus. D'autre part, même le roi d'Angleterre est en train de devenir fou. Qui c'était le roi d'Angleterre? C'est Henri VI. Ça veut dire Henri VI, ça veut dire le petit-fils de Charles VI. Ben, Charles VI était fou, ben, le petit-fils va devenir fou lui aussi. C'est l'histoire pour les Anglais. Alors on peut y aller. Alors le 11 juin 55, Calixte III, le pape, donne ordre d'instruire la cause, et je cite les textes mêmes du pape Calixte III, car l'Église se doit de se montrer compatissante envers une veuve. Avec ceci à la fin, il faut instruire la cause, et rien, n'y doit être inspiré que par le pur souci de la foi.
on croirait entendre cochon. Vous savez qu'en cochon, quand on a Jeanne, il disait c'est parce que l'honneur du Christ ou le corps mystique du Christ a été entaché par cet hérétique. Et bien, le pape prend la suite en sens inverse, si vous voulez. Alors on va assister à une chose pitoyable dont les gens qui veulent bien se laisser bourrer le crâne disent que c'est admirablement émouvant. C'est la scène de Notre-Dame de Paris du 7 novembre 1455. Ce jour-là, dans l'église Notre-Dame de Paris, on va faire venir la pauvre vieille maman de Jeanne, qui est soutenue par ses frères, qui ne sait pas de quoi il s'agit, et on lui demande de lire un texte, elle ne sait pas lire, alors il faudra qu'elle répète, et elle va lire, elle va répéter, comme elle pourra, un texte de supplique au pape pour la réhabilitation de sa fille. Et on nous dit, cette malheureuse mère était tellement bouleversée qu'elle n'a pas pu continuer la lecture du texte, et qu'il a fallu qu'un chanoine se substitue. En réalité, elle était toute perdue, elle ne savait pas de quoi il s'agissait, on l'a transportée à la sacristie, et puis quelqu'un a achevé la lecture. Cette pauvre église Notre-Dame de Paris, hein, qu'est-ce qu'elle en aura vu tout de même? Quand je pense que le Te Deum, qui avait été chanté en 1420, pour dire c'est merveilleux le traité de Troyes, le futur roi de France sera en même temps le roi d'Angleterre, Te Deum à Notre-Dame de Paris. Puis après, il y avait eu le couronnement d'Henri VI à Notre-Dame de Paris, d'Henri VI d'Angleterre. Puis après, en 1437, toujours à l'église Notre-Dame de Paris, il y aura l'arrivée du roi, Charles VII, qui reconquiert sa province, son royaume, qui reconquiert Paris. Alors tout le monde chante Te Deum, et les cloches sonnent. Ouais, elle en verra des choses jusqu'à ce qu'elle voit le sacre de Napoléon Ier, et qu'elle voit aussi le baptême très solennel du fils de Napoléon III, pauvre Notre-Dame de Paris. Alors ça y est, ça va marcher, on termine l'enquête assez rapidement, une enquête qui est une enquête absolument dirigée, où les gens savent ce qu'ils doivent dire. Du reste, d'Estouteville avait fait, et il avait fait en 27 articles, une série de questions auxquelles devaient répondre les témoins, et les questions se terminaient, j'ai vu ça dans le Documomène, par « ce fut ainsi et c'est vrai ». Ça veut dire que les témoins savaient d'avance ce qu'ils devaient dire. On ne peut pas imaginer un procès dirigé plus parfait. Si bien que la valeur de ce procès est à peu près nulle. Et quand on voit les gens de Domremy raconter des blagues comme ceci, l'enquête qu'avait fait M. Cochon en 1431, ça a été une telle déception pour lui qu'il n'a même pas voulu payer les frais de voyage de ceux qui avaient enquêté. Une déception, mais je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit tout ce qu'on avait rapporté de Domremy, et Dieu sait qu'on avait rapporté des vacheries contre Jeanne, quand on avait raconté qu'elle avait habité dans un bordel, et qu'elle avait servi dans le bordel, et que c'était pour ça que le jeune homme n'avait pas voulu l'épouser. Voilà ce qu'on avait trouvé à Domremy. Seulement maintenant qu'il faut dire le contraire, alors on raconte des tas de choses sur Jeanne, et on va raconter surtout, alors la fin de Jeanne, c'était une chose tellement admirable, c'était vraiment la mort du Christ. Alors on ajoute des quantités de petits détails, qu'elle a crié 7 fois Jésus, alors qu'elle avait hurlé Jésus, vous savez comment on appelle au secours au moment où le souffle avait pris sur elle. Pourquoi 7 fois? Parce qu'il y a les 7 paroles du Christ. Parce que vous savez bien que dans l'évangile, il y a, paraît-il, un centurion qui a été converti brusquement en disant nous avons crucifié le Fils de Dieu. Et bien maintenant on va inventer qu'il y a le secrétaire du cardinal de Winchester et qu'il y a le bourreau lui-même qui le soir est venu au couvent des Dominicains et qui a dit c'est affreux, on a brûlé une sainte. Il paraît, il y a des gens qui disent que dans la fumée qui s'est élevée sur le brasier de Jeanne, on a vu distinctement écrit le mot Jésus. Il y a un moine, je ne sais plus si c'est l'advenu ou tout mouillé, qui dit, j'ai pas vu moi, mais on m'a affirmé que, au moment où Jeanne est morte, une colombe blanche est sortie du bûcher. C'était le Saint-Esprit, mais c'était un esprit surtout plutôt royaliste que céleste, parce qu'il volait du côté de la France, du Saint-Esprit. Et on va même faire tenir à Jeanne des propos qu'il n'est pas sûr qu'elle ait tenus. Dans la dernière admonestation publique, celui qui lui parlait aurait, paraît-il, attenté à l'honneur du roi. Alors il lui a coupé la parole, et il a dit, paraît-il, il n'est pas de plus noble chrétien au monde que mon roi Charles VII. Le 7 juillet 1456, le pape prononce sa sentence, dans laquelle il déclare que les procès de Rouen sont nuls, sans valeur et sans effet. Je trouve que le sans effet est assez joli, comme si la combustion de Jeanne n'avait pas eu lieu. Mais c'est pas ça qu'il veut dire le pape, sans effet sur l'honneur du roi. Et proclame, dit le pape, proclame que Jeanne n'a contracté aucune note d'infamie, qu'elle en sera et qu'elle en est dorénavant lavée. Il n'y a pas un mot là-dedans qui soit à l'honneur de Jeanne. Pas un mot disant qu'elle était inspirée. Pas un mot disant qu'elle était chargée de mission par Dieu. Les éloges, zéro. Simplement, on lui décerne avec une certaine mauvaise humeur, et parce que tel est l'ordre du roi de France, on lui décerne un certificat de bonne vie et mœurs, et les dites catholiques d'appellation contrôlée. Je vous répète, pas d'éloge, mais l'Église fera mieux la prochaine fois, c'est-à-dire dans 500 ans.